Voilà, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. C'est un grand honneur que l'extension me fait de m'avoir proposé de faire cette conférence inaugurale. Je remercie Nathalie. C'est aussi un petit peu intimidant parce que quand on parle chez soi, en quelque sorte, on a toujours un peu le sentiment de parler devant sa famille. Et puis alors en outre, pour autant que les chercheurs et des supérieurs hiérarchiques, eh bien tous les miens sont présents devant moi ce soir. On parlait il y a quelques instants du rôle de l'extension dans la vulgarisation des connaissances, et j'ai eu l'occasion, il y a à peu près maintenant 18 mois, de prendre part à un film documentaire consacré aux grandes questions sans réponse qui s'appelle The Most Unknown, que l'on peut voir sur Netflix. C'est vraiment un excellent documentaire qui m'a amené, c'est moi sur la photo, là, dans le désert de Black Rock au Nevada, où a lieu chaque année le festival Burning Man. Et donc, imaginez que vous êtes là comme moi face à cette étendue et essayez d'imaginer l'ensemble des sensations que vous percevrez à ce moment-là. La sécheresse de l'air, la texture assez particulière de ce sol composé de sable alcalin, le silence qui, curieusement, est particulièrement présent, les rayons du soleil très intenses qui tombent sur votre peau. Bref, tout cela forme, à un moment donné, l'expérience que vous faites de votre présence au monde à ce moment-là, c'est-à-dire la conscience que vous avez d'être présent dans ce désert. Et ces sensations vont à leur tour susciter des réflexions. Moi, j'étais particulièrement impressionné d'être là, mais également, évidemment, des émotions, tant le spectacle qui s'est offert à moi à ce moment-là était impressionnant. Et on sait que tous ces états mentaux, ces sensations, ces réflexions, ces émotions, trouvent leur origine dans l'activité du cerveau, qui est probablement l'objet le plus complexe que l'on connaisse, puisqu'on sait qu'il est composé d'environ 86 ou 88 milliards de neurones, qui entretiennent chacun environ 10 000 connexions avec d'autres neurones, ce qui fait un réseau particulièrement compliqué que les neuroscientifiques cherchent aujourd'hui à comprendre. Et donc, c'est l'activité biologique de ce cerveau qui produit l'intégralité de vos états mentaux. C'est l'activité biologique de ce cerveau qui est responsable de la conscience que vous avez du monde. Mais aujourd'hui, personne ne sait comment l'activité de ce cerveau produit ces états mentaux. Et c'est pour cela que la conscience est considérée comme un des problèmes scientifiques les plus importants du XXIe siècle, au même titre que d'autres grandes questions sans réponse, telles que l'origine de l'univers ou l'origine de la vie. Alors, la conscience est évidemment un problème auquel se sont abondamment intéressés les philosophes. Et vous avez ici John Searle, que j'ai photographié dans un état modifié de conscience après un repas qui suivait une conférence. Et John Searle nous dit, enfin voici la manière dont il définit la conscience, il nous dit « La conscience consiste dans tous ces états de sensation, de sentiment ou de sensibilité qui commencent le matin alors que nous nous réveillons d'un sommeil sans rêve et continuent tout au long de la journée jusqu'au moment où nous tombons dans un coma, ou mourons, ou nous endormons à nouveau, ou devenons encore d'une autre manière inconscients. » Alors vous allez me dire, ce n'est pas vraiment une définition, ce que Searle nous raconte, mais cela capture le fait que la conscience, c'est tout simplement ce qui se passe à partir du moment où on ouvre les yeux. La conscience, c'est cette donnée première de l'expérience que nous faisons d'être présents au monde. Et comme je l'évoquais il y a quelques instants, personne ne sait, avec suffisamment de précision, comment l'activité biologique du cerveau produit cette expérience subjective. Personne ne sait davantage l'effet que cela fait d'être une chauve-souris. Ça, c'est le titre qu'un autre philosophe américain, Thomas Nagel, a donné à un article qu'il a publié en 1974, dans lequel il défendait l'idée selon laquelle nous aurions beau tout savoir à propos du système nerveux des chiroptères, nous n'en saurions toujours pas davantage sur l'effet que cela fait d'être cette chauve-souris en train de chasser des insectes au crépuscule avec un système sensoriel dont le sonar s'est ultérieurement inspiré. Et donc il y a là une sorte de véritable mystère que Nagel décrivait comme infranchissable ou comme inexplorable, puisque d'après son argument,
même si nous savions tout à propos de la manière dont fonctionne le système nerveux, le cerveau d'une chauve-souris, nous n'aurions toujours pas davantage accès à l'effet que cela fait d'être cette chauve-souris. Pas davantage d'ailleurs que je n'ai accès à vos propres états mentaux. Je ne sais pas l'effet que cela vous fait d'être ici ce soir. Tout ce que je sais, c'est l'effet que cela me fait à moi d'être ici ce soir. Et le reste, eh bien, ce sont des choses que je dois inférer et que nous partageons. On parlait de partage des savoirs tout à l'heure, c'est exactement de cela dont il s'agit, que nous partageons justement en échangeant nos impressions via le langage. Et donc tout cela fait que la conscience a été décrite déjà maintenant, il y a plus de 20 ans, comme le problème difficile en neurosciences cognitives par encore un philosophe américain d'origine australienne, David Chalmers, qui ressemble davantage à un chanteur de rock'n'roll qu'à un philosophe, mais c'est le privilège des philosophes de pouvoir avoir un look aussi intéressant. Et donc Chalmers disait, eh bien, la conscience, c'est le problème difficile. Et il écrivait donc, il y a 20 ans déjà, que de nombreux ouvrages et d'articles consacrés à ce problème de la conscience sont apparus récemment, et on pourrait donc penser qu'il y a une forme de progrès. Mais en réalité, nous dit Chalmers, tous ces travaux ont ignoré le problème difficile. Souvent, ils concernent ce que l'on pourra appeler des problèmes faciles de la conscience, à savoir comment le cerveau traite-t-il d'informations, comment intègre-t-il d'informations, comment produisons-nous des rapports verbaux à propos de nos états mentaux. Toutes ces questions, écrit Chalmers, sont des questions intéressantes, mais y répondre ne nous permet pas d'avancer dans la résolution du problème difficile. Pourquoi est-ce le cas que le traitement de l'information par le cerveau s'accompagne justement d'une expérience subjective? Je reviendrai là-dessus par la suite. Mais voici quelques exemples de ce que Chalmers appelle les problèmes faciles. Vous voyez ici cette plante carnivore qu'on appelle la Dionée attrape-mouche, qui va bientôt actionner ses feuilles et digérer un insecte par ce mécanisme qui reste quand même très spectaculaire de fermeture du piège qui est actionné d'ailleurs via des mécanismes électriques que les biologistes ne connaissent pas encore très très bien, à partir du moment où l'insecte a animé 3 des poils sensibles qui se trouvent sur les surfaces de la feuille. Alors on a l'impression qu'il se passe quelque chose ici, mais évidemment on n'a pas envie d'attribuer quoi que ce soit comme conscience à la plante. Clairement elle est sensible à son environnement, mais on n'a pas du tout envie de dire par exemple qu'elle est au courant de ce qui se passe. On n'a pas envie de lui attribuer un libre arbitre. La plante n'aurait pas pu au dernier moment par exemple décider de laisser l'insecte en vie. Et donc, si elle est bien responsable des événements qui ont provoqué la mort de l'insecte, on ne peut certainement pas dire qu'elle doit être tenue pour moralement responsable de la mort de l'insecte. Voici une autre illustration, cette fois dans le domaine des robots. On va parler de conscience artificielle. Donc vous avez ici ces robots tout à fait spectaculaires construits par cette société qui a été à un moment donné achetée par Google et puis revendue, qui s'appelle Boston Dynamics, et qui réalise ces robots qui résolvent un des problèmes les plus compliqués en fait en matière de sciences cognitives et d'ingénierie d'une manière générale, puisque jusqu'il y a peu, c'était extrêmement complexe de construire des machines capables de se déplacer de manière aussi fluide que ce robot. Vous voyez qu'il est capable d'ailleurs de réagir à ce qui lui arrive, de se rattraper, de tenir en équilibre. Boston Dynamics fabrique aujourd'hui des robots qui sont capables des mêmes performances sur 2 effecteurs seulement, donc comme nous, ce sont des robots bipèdes. Tout ça est extrêmement impressionnant, mais pour Chalmers, c'est aussi un problème facile. C'est un problème extraordinairement compliqué, mais cela ne résout pas le problème de la conscience. Et donc ici, on a le sentiment qu'il y a une forme d'agentivité, on a le sentiment que le robot cherche à faire quelque chose, qu'il a un plan, qu'il a des intentions, mais on n'a toujours pas envie de lui attribuer quoi que ce soit comme expérience subjective. Personne n'a envie de dire que cela fait quelque chose à ce robot d'être ce robot. Il y a 2 ans, DeepMind, qui est donc cette société d'intelligence artificielle qui dépend d'Alphabet, la société mère de Google, a fait énormément parler d'elle en construisant un programme d'intelligence artificielle inspiré du travail sur les réseaux de neurones,
qui a été capable de battre au jeu de Go, qui est un jeu absolument fascinant auquel j'ai sans doute consacré 6 mois de ma vie, qui est parvenu à battre donc le champion du monde, Lee Sedol, qui est un joueur coréen que vous voyez sur cette photographie. Et donc, je vous laisse écouter ce petit segment. Je ne sais pas si on entend grand-chose. Donc, voici les derniers moments, en fait, du jeu. Il y a un très très bon documentaire sur Netflix aussi qui s'appelle AlphaGo. C'est le nom du programme. Et on voit ici les concepteurs du programme qui sont impatients de savoir si AlphaGo va vaincre Lee Sedol dans ce championnat. C'est très bien monté, ce documentaire. Il y a énormément de tension dans la narration. Et puis vous voyez que AlphaGo l'emporte, il emporte le tournoi. Il est donc capable de battre, après avoir appris pendant 4 heures en jouant contre lui-même, sans aucun exemple humain, de battre le meilleur joueur du monde de ce jeu de Go, qui est un jeu extraordinairement compliqué. Est-ce que AlphaGo se réjouit d'avoir remporté le tournoi? Non, ce n'est pas lui qui boit le champagne, ce sont ses concepteurs. Pourquoi? Parce qu'AlphaGo, malgré son intelligence surhumaine dans ce domaine, ne dispose pas de la conscience, on n'a toujours pas le sentiment que ça lui fait quoi que ce soit d'avoir remporté le tournoi. Dernier exemple, ce robot humaniforme. My name is Erica. The Guardian released a documentary about me, and it seems that many of their viewers have questions for me. So, I would like to try to answer some of your questions in this video. Okay, the first question comes from Mark from Australia, who wants to know, do you believe that your own identity is constructed from your memories? Well, Mark, that's a really good question. My long-term memory system... Bon, c'est très impressionnant, évidemment. Elle a une peau en silicone, tous les petits moteurs qui permettent d'animer son visage d'une manière presque convaincante. On n'a quand même pas tout à fait le sentiment d'être face à quelque chose d'humain. Mais on s'en rapproche, et c'est l'ambition du chercheur japonais qui a conçu ce robot humaniforme, qui est par ailleurs capable aussi de reconnaître les visages, de comprendre et de traiter le langage naturel en temps réel. Donc quand on lui pose une question comme ça, c'est un petit peu scripté, mais pas tout à fait. Et donc c'est vraiment très très impressionnant. Est-ce qu'on a envie de parler de conscience ici? Mais non, on n'a toujours pas le sentiment qu'il s'agit d'attribuer quoi que ce soit comme expérience subjective à Erika. Et on peut se poser la même question d'ailleurs par rapport à certains animaux. Donc, vous avez ici un exemple d'un corbeau. Les animaux deviennent de plus en plus intelligents et les corvidés en particulier attirent l'intérêt des chercheurs. Vous voyez qu'ils cherchent à retirer de ce tube en verre un récipient muni d'une anse à l'aide d'un fil de fer. Dans ce récipient se trouve une graine qu'ils souhaitent obtenir. Mais évidemment, comme ce fil de fer est droit, ça ne fonctionne pas. Regardez ce qu'il va faire. Coince une extrémité de ce fil de fer sur la base du récipient et il fabrique ainsi un hameçon grâce auquel il va alors parvenir à extraire le petit conteneur. Donc là aussi, on a vraiment le sentiment d'une intelligence. Y a-t-il une conscience chez l'animal? Encore une question que l'on peut se poser et auquel nous n'avons pas beaucoup de réponses aujourd'hui. Bien que, comme je l'ai dit, non seulement les animaux deviennent de plus en plus intelligents, mais on a aussi de plus en plus tendance à leur attribuer une expérience subjective, et en particulier des états mentaux comme la douleur, par exemple, ce qui pose évidemment des problèmes éthiques quant à la manière dont on traite les animaux. Il y a eu tout un débat, par exemple, récemment autour de la conscience chez le poisson, par exemple. Et donc, tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent connecte directement à ce vieux problème des rapports entre le cœur et l'esprit. Aujourd'hui, nous savons énormément à propos de la manière dont l'activité du cerveau produit notre comportement et on ne sait quasiment rien par rapport à la manière dont le cerveau produit la conscience, l'expérience subjective que nous avons du monde. Et c'est un domaine très particulier parce qu'il s'agit évidemment toujours de combiner des données objectives telles que pourraient les récolter des physiciens ou des biologistes, mais aussi, et c'est ça qui le rend si particulier, des données subjectives, c'est-à-dire je ne peux pas me passer de la question, de devoir vous poser la question de ce qui se passe dans votre tête à un moment donné, et donc je dois
toujours travailler en combinant des données objectives et subjectives, ce qui pose des défis méthodologiques qui continuent d'animer le domaine aujourd'hui. Et donc c'est pour toutes ces raisons que ce problème de la conscience demeure aujourd'hui un mystère que Dennett décrit comme un problème à propos duquel on ne sait pas encore comment il faut penser. Ça caractérise assez bien ce qui est en train de se passer dans ce domaine. Mais malgré le fait que peu de chercheurs aient des réponses, c'est un problème qui continue de susciter énormément d'intérêt, de plus en plus d'ailleurs, et tout cela a démarré un petit peu grâce à l'arrivée dans le domaine des neurosciences cognitives des méthodes d'imagerie cérébrale vers le début des années 90, avec la possibilité qu'offrent ces méthodes pour la première fois de visualiser l'activité du cerveau en action et donc de permettre justement d'établir des relations entre ce qui se passe au niveau de l'activité cérébrale et ce qui se passe dans ce que les gens disent ressentir à un moment donné. La conscience, ce n'est pas une seule chose. Il y a en fait au moins 3 aspects qu'il s'agit de distinguer soigneusement. Il y a d'abord une distinction entre la conscience de soi et la conscience d'autrui, et la conscience du monde. Une distinction entre l'expérience subjective et les fonctions de la conscience, et enfin une distinction entre les niveaux et les contenus. Et donc, rapidement, j'aborde ces 3 dimensions, en commençant par la distinction entre niveau et contenu. La notion de niveau de conscience, elle est intransitive et elle fait simplement référence à l'état d'éveil. Et on peut opposer à cela cette notion de contenu de la conscience qui, elle, est transitive et se réfère à ce qui se passe dans notre esprit quand nous sommes conscients d'un état de choses particulier. Donc je suis conscient d'être en train de donner une conférence, je suis conscient de la présence d'une bouteille d'eau, il y a toujours un objet de la conscience dans cette deuxième acception. Et ce qui est intéressant, c'est que cet état d'éveil et les contenus de la conscience peuvent être dissociés. Par exemple, quand je rêve, je suis par définition endormi, inconscient, je ne réponds pas au monde extérieur, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des contenus. Il se passe quelque chose dans ma tête, et d'ailleurs, si je fais un cauchemar, ce qui se passe dans ma tête peut être suffisamment prenant pour que ça provoque mon réveil. Et par contre, dans l'état végétatif permanent, les patients sont éveillés mais inconscients. Et donc ce sont des patients qui montrent des signes d'éveil, et d'ailleurs des cycles de veille-sommeil, mais qui semblent être incapables de répondre aux stimulations du monde extérieur, on dirait qu'il n'y a personne à la maison quand on interagit avec ces patients. C'est Steven Lorace à Liège qui a énormément travaillé sur ces questions, en distinguant ainsi différentes manières de dissocier état d'éveil et contenu de la conscience, que l'on peut d'ailleurs organiser sur un graphe comme celui-ci, qui représente différents états de conscience normaux ou modifiés sur un axe qui oppose contenu de la conscience et niveau de la conscience. Et donc vous voyez ici, par exemple, que l'on va de la conscience de l'état d'éveil jusqu'au coma ici, avec des états particuliers comme cet état végétatif, ou des états intermédiaires comme l'état de conscience minimale ou le sommeil de type REM. Voici un des patients avec lesquels Steven Lorace a travaillé, qui présente tous les signes d'un quelqu'un qui est en état végétatif permanent, mais qui en réalité est en état locked-in, c'est-à-dire que cette personne est entièrement paralysée, à l'exception d'une paupière. C'est l'histoire tragique qui a été décrite par le journaliste français Bobby dans son ouvrage « Le scaphandre et le papillon », dont on a d'ailleurs, par ailleurs, ultérieurement tiré un film. Lorace et ses collaborateurs ont pu montrer comment il était possible de communiquer avec ces patients en utilisant des méthodes d'imagerie par résonance fonctionnelle, justement, en demandant aux patients soit d'imaginer jouer au tennis, soit d'imaginer se déplacer dans les pièces de leur maison. Et on sait que ces 2 types d'imagination suscitent une activité cérébrale qui est très précisément localisée dans des régions cérébrales distinctes, ce qui permet alors, via l'imagerie en temps réel, d'avoir une sorte de dialogue avec ces patients qui deviennent ainsi capables, en imaginant jouer au tennis ou se déplacer dans les pièces de leur maison, de répondre à des questions par oui ou par non. Et il s'agit d'un problème qui est particulièrement important, puisqu'on estime qu'environ 40% des patients en état végétatif, diagnostiqués comme étant en état végétatif permanent, sont en réalité en état locked-in, qui demande évidemment une prise en charge complètement différente.
Deuxième distinction, conscience de soi versus conscience d'autrui. La conscience tout court n'est pas la même chose que la conscience de soi, et la conscience de soi n'est pas la même chose que la théorie de l'esprit, la capacité qu'on a d'attribuer des états mentaux aux autres. Il y a des rapports complexes entre les trois aspects de la conscience qui sont en jeu, notamment dans des pathologies comme l'autisme, dans lesquelles on estime que la conscience de soi est préservée alors que notre capacité de comprendre les états mentaux d'autrui est altérée. On peut aussi évoquer ici le travail sur les neurones miroirs, qui sont des neurones spécialisés dans le cortex moteur, qui semblent répondre tant à des actions que je réalise moi-même qu'à l'observation d'actions chez autrui, et qui suggèrent aussi un lien donc, entre moi-même et les autres. Et puis cette question de la reconnaissance de soi se pose encore une fois dans le domaine de la biologie. On voit ici par exemple un jeune chimpanzé qui découvre pour la première fois un miroir. Bon, tout ça est un petit peu mis en scène, évidemment, s'il s'agit d'un documentaire, mais on voit qu'au début, ce chimpanzé exhibe des comportements d'intimidation vis-à-vis de son propre reflet, mais petit à petit, il va prendre conscience du fait qu'il y a une corrélation entre ses propres actions et les mouvements de son reflet, et donc réaliser qu'il s'agit en fait de la première fois qu'il est capable de se voir lui-même. Et les animaux qui témoignent de cette reconnaissance de soi se dépêchent d'ailleurs d'examiner des parties de leur corps auxquelles ils n'ont pas normalement accès, comme par exemple l'intérieur de leur bouche ou d'autres régions que je vous laisse imaginer. Et alors, c'est très très particulier parce que il y a une configuration d'espèces dans le monde animal qui font preuve de reconnaissance de soi, comme dans le cas de ce test du miroir, comme on l'appelle, mais on ne comprend pas très bien pourquoi ces espèces-là et pas d'autres. Les éléphants sont capables de reconnaître leur propre reflet, les chimpanzés, certains grands singes, donc, mais pas tous, les dauphins, mais pas d'autres animaux comme par exemple les chiens ou certains autres grands singes comme les orang-outans qui semblent témoigner d'autant d'intelligence que les autres, mais qui ne semblent pas être capables de passer ce test du miroir. Dernière distinction, c'est la distinction qui a le plus intéressé les philosophes, c'est la distinction entre ce qu'on a appelé la conscience d'accès et la conscience phénoménale. La conscience d'accès, c'est tout simplement faire référence à ce que le fait pour une représentation mentale d'être conscience nous permet de faire. On peut en parler, on peut l'utiliser comme objectif. À partir du moment où on a conscience d'un état de choses, cet état de choses peut alors influencer notre comportement. Mais quand on a dit tout ça, on n'a encore rien dit sur l'effet que cela fait justement, et c'est cela qu'on appelle la conscience phénoménale, l'expérience subjective que je fais du monde. Et le fait que l'on puisse envisager qu'il y ait une dissociation ouvre des possibilités, évidemment, en direction de la conscience artificielle. Alors, comment développe-t-on une science de la conscience ? Le problème principal, qui est unique, c'est justement qu'on ne sait pas comment mesurer la conscience. Vous voyez ici David Chalmers, de nouveau, lors d'une conférence en 1996 aussi, qui tient dans sa main un sèche-cheveux, qu'il décrit comme un appareil à mesurer les états de conscience, et il se lamente évidemment du fait que nous ne disposons pas d'une telle technologie qui permet non seulement de visualiser l'activité du cerveau, mais aussi de savoir ce qui se passe dans votre esprit, de savoir ce que vous êtes en train de penser. On aurait tous envie d'avoir ça, une espèce d'appareil que je pourrais tenir sur la tête de quelqu'un, savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Mais évidemment, on n'a pas ça, et donc on est limité, si vous voulez, aux rapports verbaux comme manière d'accéder aux états mentaux d'autrui. Alors comment fait-on pour développer une science de la conscience ? Eh bien, on part du point de vue que chaque événement mental est nécessairement un événement neural, et puis pour identifier ce qu'on a appelé les corrélats neuraux de la conscience, on utilise une méthode qu'on a appelée la méthode contrastive, qui consiste à rechercher des dissociations entre traitements avec et sans conscience. Ici, on parle de psychologie, on fait appel à des paradigmes expérimentaux que mettent au point des psychologues. Et puis, par ailleurs, on utilise des techniques d'imagerie cérébrale qui permettent justement de visualiser l'activité du cerveau en action. Et surtout, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on combine données objectives et subjectives en corrélant l'activité neurale avec l'expérience subjective de manière à identifier les réseaux qui sont impliqués dans le traitement conscient.
Et donc vous voyez que cette étude de la conscience est interdisciplinaire par nécessité, puisque on fait appel à la fois à des philosophes, mais surtout à des psychologues et à des neuroscientifiques. Alors on ne va pas examiner ce tableau compliqué en détail, mais je voulais vous donner quelques exemples de paradigmes expérimentaux tels qu'on les a utilisés pour développer cette science de la conscience. Et un premier paradigme est celui de la rivalité binoculaire, qui consiste tout simplement à vous présenter un stimulus différent à chaque œil. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça, mais le principe, c'est que chacun de vos deux yeux voit un stimulus différent, comme dans l'illustration ici, à gauche un portrait et à droite une maison. Et il se trouve que dans le cerveau se trouvent des régions cérébrales qui sont spécialisées pour le traitement des lieux, par exemple des représentations de bâtiments et ainsi de suite, et une autre région cérébrale qui est quant à elle spécialisée dans le traitement des visages. Et puis on peut demander aux participants de rapporter ce qu'ils sont en train de percevoir à un moment donné. Parce que ce qui se passe dans ces situations de rivalité binoculaire, c'est que ce qu'on vous montre demeure constant, mais votre expérience subjective alterne, avec une période de quelques secondes, entre la perception complète du stimulus présenté à l'œil gauche et la perception complète du stimulus présenté à l'œil droit. Donc, si vous voulez, quand on vous montre ceci, certains moments vous allez voir un visage, et puis à d'autres moments vous allez voir la maison. Et on vous demande d'indiquer ce que vous êtes en train de percevoir maintenant. Et on utilise des méthodes d'imagerie cérébrale pour mettre en évidence quelles sont les régions qui s'activent, alors que le participant dit, face au même stimulus, voir un aspect, la maison, ou l'autre aspect, le visage. Et on voit, et c'est ce qui est montré ici, que ces deux régions cérébrales s'activent et suivent les rapports verbaux que fournissent les participants. Donc quand la personne dit percevoir le visage, eh bien, il y a cette région, le fusiforme gauche qui s'active davantage. Quand la personne dit percevoir la maison, eh bien, c'est l'autre région cérébrale qui s'active. Voilà donc un corrélat neural de la conscience. Est-ce qu'on a compris les mécanismes de la conscience? Non, on sait juste que ces deux régions font partie d'un vaste réseau qui corrèle avec ce que les gens disent percevoir à un moment donné. Voici un autre stimulus intéressant. Normalement, vous devriez voir ces cercles bouger. Il y a du mouvement dans ces cercles, c'est très irritant parce que ça bouge en périphérie, et donc ça attire votre regard, mais ça ne bouge pas au centre, et donc ça s'arrête de bouger au moment où vous fixez l'endroit où il y avait le mouvement. Pourquoi est-ce que ce stimulus est intéressant? Bien parce qu'il n'y a pas de mouvement dans le stimulus. On peut imprimer ça sur une feuille de papier, c'est complètement statique, et donc le mouvement que vous percevez, le mouvement conscient que vous percevez, est une forme d'illusion. C'est une illusion d'optique, comme on appelle ça. Et donc, on peut comparer ce qui se passe entre un stimulus dans lequel il y a véritablement du mouvement et un stimulus comme celui-ci, dans lequel le mouvement est illusoire. La perception subliminale, ça c'est aussi un domaine qui suscite énormément d'intérêt. Et donc ici, c'est une expérience de Stanislas Dehaene qui a cherché à comparer ce qui se passe quand on vous montre un mot sur l'écran, d'une durée suffisamment longue pour que vous puissiez le percevoir consciemment, vous êtes capable de lire le mot, ou dans une autre condition expérimentale, tellement rapidement que vous dites ne rien voir. Et donc, exactement comme si l'écran était noir. On utilise des méthodes d'imagerie cérébrale, et que voit-on? On voit que quand la personne dit ne pas avoir vu le mot parce qu'il a été montré trop rapidement, on active malgré tout une région cérébrale qui est spécialisée pour le traitement des mots. Donc, ce mot que la personne dit ne pas avoir vu laisse quand même une trace dans l'activité du cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand la personne perçoit? Eh bien, je me perds dans mes... Qu'est-ce qui se passe quand la personne perçoit le mot consciemment? Cette même région cérébrale est activée davantage, mais surtout on engage tout un autre réseau d'aire cérébrale qui, d'après Dehaene, correspond au réseau neuronal de la conscience. Et donc le cortex s'enflamme, si vous voulez, à partir du moment où la personne est devenue consciente d'avoir perçu le mot. Donc voilà une différence qu'il y a entre un mot que je perçois consciemment et un mot que je ne perçois pas consciemment. Ça, c'est un stimulus qu'on a utilisé ici, à l'ULB, et qui illustre un phénomène qu'on appelle la cécité au changement.
qui fait simplement référence au fait qu'il y a parfois des choses qui se passent dans l'environnement que vous êtes capable de percevoir, mais que vous ne voyez pas. Et donc, ceci est en train de changer. Ce n'est pas une photographie, c'est un film. On peut faire le jeu. Donc, si quelqu'un voit un changement dans cette image, à un moment donné, vous pouvez lever la main. Oui. Donc, effectivement, vous êtes très très bonne parce qu'on peut montrer ça jusqu'à 30 fois aux gens sans qu'ils ne perçoivent rien du tout. Mais donc, si vous vous concentrez sur le visage de l'acteur du milieu, vous allez voir tout de suite le changement. Ben donc maintenant, ce petit film est reparti. Et il y a un changement très graduel sur 12 secondes qui est complètement présent. Une fois que vous l'avez vu, c'est incapable de ne plus le voir. Et par contre, vous ne le percevez pas, à moins que vous n'en soyez informé ou que vous l'ayez vu une fois. Là aussi, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le cerveau représente ces changements, malgré le fait que vous n'en ayez pas conscience, ou est-ce que la représentation du mouvement, des changements dans cette image, suit l'expérience que vous en faites? Encore une illustration du même type, ou un petit peu différente. En réalité, ici, donc, vous devriez voir des points noirs qui apparaissent aux intersections. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 12 points noirs au total dans cette image, mais vous n'en percevez sans doute que 2 ou 3 à la fois, peut-être 3 ou 4. Pourquoi? Bon, à cause de problèmes d'attention que les chercheurs sont en train de chercher à comprendre, mais il s'agit encore une fois d'une situation à laquelle il se passe des choses dans le monde extérieur qui ne sont pas représentées dans l'expérience que vous en faites. Et donc l'illustration la plus spectaculaire est sans doute cette illusion d'Adelson, qui en fait vous montre ce damier sur lequel se trouve un cylindre et qui vous donne l'impression que les carrés A et B sont de teintes tout à fait différentes. Or, A et B ont exactement la même couleur, ou la même teinte de gris. La raison pour laquelle on perçoit B comme étant plus clair que A, c'est que le cerveau corrige automatiquement l'ombre portée par le cylindre sur le damier, ce qui fait qu'on éclaircit spontanément pour maintenir les couleurs constantes la teinte de ce carré B. Et puis par ailleurs, on sait aussi quelque chose à propos de la manière dont les damiers sont structurés, et donc on s'attend à ce que ce carré B soit évidemment plus clair que le carré A. Vous pouvez aussi imprimer ça sur une feuille de papier. Si vous masquez le contexte, à ce moment-là, on voit que les deux carrés ont exactement la même teinte. Voilà, très très spectaculaire. Tout cela montre qu'en réalité, le cerveau construit la réalité tout autant qu'il ne l'aperçoit, puisque nous voyons des choses qui ne sont pas là, du mouvement dans ce stimulus avec les cercles, nous ne voyons pas des choses qui sont pourtant là, comme le changement dans cette image. Nous pensons que nous voyons tout, mais ce n'est pas le cas, comme avec les points noirs qui se trouvent aux intersections. Et puis, nous voyons des différences qui n'existent pas, comme dans le cas de cette illusion du damier. J'ai un bon collègue qui travaille en Angleterre, qui a dit à propos de tout cela que nous sommes tous en train d'halluciner la réalité tout le temps, et que ce que nous appelons la réalité, c'est en réalité l'intersection entre nos différentes hallucinations. C'est assez intéressant comme perspective sur ce qu'est la réalité. Alors, quelques mots maintenant sur les théories contemporaines de la conscience. Il y en a beaucoup. On ne peut pas être quelqu'un dans ce domaine sans avoir sa propre théorie de la manière dont ça fonctionne. C'est un mystère, et donc personne n'a une théorie qui convainc tous les autres simultanément. Il y a des théories un peu farfelues, qui sont quand même respectables du point de vue de la philosophie de l'esprit, mais qui sont quand même un peu farfelues aussi. Donc cette idée notamment que l'univers tout entier est conscient. Donc toutes les particules élémentaires, les électrons, les muons, les gluons, sont porteurs d'un quantum de conscience. Donc pourquoi pas? Il y a des chercheurs et des philosophes qui ont défendu cette perspective avec une certaine force. C'est respectable. Personnellement, moi je ne m'y retrouve absolument pas. Mais soit. Si on fait le tour de la littérature, il y a deux grandes idées qui émergent. La première, on la doit au philosophe américain Daniel Dennett, qui nous dit la conscience, c'est la célébrité dans le cerveau, et je vais développer ça par la suite. Et la deuxième, on la doit aussi à un philosophe américain, David Rosenthal, qui nous dit non, la conscience implique des pensées d'ordre supérieur.
Alors cette première idée, la conscience et la célébrité dans le cerveau, elle a trouvé une incarnation dans les théories de Stanislas Dehaene, qui nous dit le cerveau est constitué d'un large ensemble de modules de traitement qui sont capables de réaliser leur traitement sans conscience, mais il existe un ensemble, un réseau de modules de haut niveau, qu'on appelle l'espace de travail neural, qui permet de communiquer, de faire communiquer entre elles toutes les régions du cerveau. Et donc, une fois qu'un module inconscient connecte avec cet espace de travail neural, eh bien, les informations deviennent globalement disponibles pour l'entièreté du cerveau. C'est pour cela qu'on peut en parler, c'est pour ça que ces connaissances peuvent alors influencer le comportement tout entier d'un individu. C'est ce qu'il appelle donc la théorie de l'espace de travail neural. En quelque sorte, quand une représentation connecte avec cet espace de travail neural, eh bien, elle devient célèbre dans le cerveau, elle peut dominer le traitement. La théorie de Rosenthal est un peu plus compliquée à transmettre graphiquement, mais Rosenthal nous dit un état mental est un état mental conscient si nous sommes conscients d'être dans cet état mental. Et donc vous voyez tout de suite ici qu'il y a la notion de sujet qui intervient. Rosenthal nous dit à partir du moment où j'ai moi-même une pensée d'ordre supérieur, que je suis dans un état mental particulier, c'est ce qui fait que je suis conscient. Donc il nous dit, si je regarde cette bouteille, il y a de l'activité dans mon cortex visuel, mais il n'y a rien de conscient. Ce ne sera conscient qu'à partir du moment où il y a de l'activité dans mon cortex frontal qui indique l'existence d'une configuration d'activité familière dans mon cortex visuel. Ces pensées d'ordre supérieur sont elles-mêmes inconscientes, mais leur existence nous rend conscients des contenus vers lesquels elles pointent. Alors parlons maintenant un peu de conscience chez la machine. On a dit qu'on parlerait de conscience artificielle et de la possibilité de concevoir et de construire des machines intelligentes. On peut revenir aux travaux d'Alan Turing, qui est le père fondateur de l'intelligence artificielle moderne, qui écrivait, et je ne vais pas lire ça en détail dans les années 50, en citant quelqu'un d'autre, un autre chercheur, qui disait, ben oui, très bien, on ne sait pas définir l'intelligence, pas plus davantage qu'on ne sait définir la conscience, mais ce que l'on voudrait pour un artefact intelligent, c'est une machine qui est capable de composer un sonnet, comme on voit ici, de composer un concerto, à cause de ses pensées et de ses émotions ressenties, et non pas à cause de la manipulation de symboles, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un algorithme. Et donc on veut des machines qui sont capables de ressentir les choses de la même manière que les organismes biologiques. On veut un robot qui soit capable d'orgasme, par exemple. C'est exactement la question qui se pose ici. Et Turing dit, toutes ces questions, impossible d'y répondre, et c'est pour ça qu'il a inventé ce fameux test de Turing qui consiste à dire, si une machine se comporte comme un organisme biologique comparable, eh bien alors il faut dès lors considérer que la machine est intelligente, ou il faut dès lors considérer que la machine est consciente. C'est un petit peu ce que cherche à faire ce chercheur japonais qui a mis au point Erika. Et puis l'intelligence artificielle, évidemment, des sceptiques aussi, notamment toujours le philosophe américain John Searle, qui écrivait ici, à droite donc, je vais dire que dans le sens le plus littéral, un ordinateur programmé comprend ce que la voiture et un calculateur comprennent, c'est-à-dire exactement rien du tout. Donc il se présente là en critique féroce de l'intelligence artificielle et donc de la possibilité même de construire une intelligence artificielle, tout en reconnaissant que le cerveau est une forme de machine biologique et qu'aucun argument de principe n'empêcherait que l'on construise une intelligence artificielle. Harari s'est beaucoup intéressé à ces questions dans son ouvrage que vous avez sans doute lu ou dont vous avez pris connaissance, Homo Deus, dans lequel il évoque un futur dans lequel les algorithmes finiront par dominer finalement notre existence, puisqu'ils sont dès aujourd'hui capables de performances surhumaines dans des domaines restreints, mais la performance au jeu de Go, je dois dire, moi ça m'a vraiment soufflé parce que c'est un problème extrêmement compliqué. Et donc, qu'on soit d'accord avec le futur dépeint par Harari ou pas, cette question de la conscience artificielle suscite aujourd'hui énormément de questions. Donc, si vous allez voir dans la presse à gauche, à droite, il y a d'innombrables articles qui se posent la question
de savoir non seulement s'il sera possible de construire une intelligence artificielle, parce que tout le monde s'accorde pour dire que c'est fait, on commence à comprendre comment cela fonctionne, mais surtout s'il est possible de construire une machine qui sera, comme les organismes vivants, capable de ressentir les choses, une machine consciente, une machine à qui cela fera quelque chose d'être cette machine, plutôt que rien du tout, comme c'est le cas pour tous les ordinateurs contemporains. Alors, une manière de se poser la question, c'est de s'interroger sur une machine très très simple, comme un thermostat par exemple, qui est capable de prendre des décisions élémentaires, allumer ou pas la chaudière, en fonction de la température, et donc il y a une forme de sensibilité au monde extérieur, il y a une forme de traitement d'information, il y a une forme d'action. Est-ce qu'on peut dire qu'un thermostat est conscient, comme le voudraient les panpsychistes? Mais non, sans doute pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que le thermostat est conscient, on peut dire qu'il est sensible à la température, mais pas qu'il est conscient de la température. Pourquoi pas? Eh bien, parce que le thermostat ne sait pas qu'il est sensible à la température, il est simplement sensible à la température. Il n'a pas conscience de sa propre sensibilité à la température. Mais ce qu'on appelle les connaissances conscientes chez l'homme, ce sont justement ces connaissances-là dont nous avons conscience, c'est-à-dire que nous savons que nous possédons ces connaissances. Alors vous allez me dire, et beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle ont développé cet argument, qu'il serait facile de fabriquer un thermostat qui est capable de parler de la température et des raisons pour lesquelles il prend ses décisions. Et c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, par exemple, par rapport aux véhicules autonomes que sont en train de développer toute une série de sociétés aux États-Unis. Qui est responsable là-dedans? On veut que les algorithmes soient capables de parler de leurs propres décisions plutôt que de simplement les exécuter. Mais je pense que c'est faux. On sent que c'est faux. On pourrait fabriquer un système qui est capable de rapporter ses états mentaux avec ceci, mais on a le sentiment qu'il s'agirait d'une fabrication. Pourquoi est-ce qu'on a cette intuition? Parce qu'on sait très bien en fait que le thermostat ne s'intéresse pas du tout à la température. Ça ne veut rien dire pour le thermostat, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, puisque rien ne lui fait jamais rien. Mais nous, en tant qu'êtres vivants, en tant qu'êtres conscients, les choses nous font quelque chose, justement. Les choses ont une valeur pour nous qu'elles ne peuvent pas avoir pour une machine, et encore moins, évidemment, pour une machine aussi simple qu'un thermostat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que ce thermostat soit susceptible de faire attention à ce qui lui arrive, de s'intéresser à ses propres états? Eh bien, il faudrait faire en sorte que le thermostat soit sensible à son environnement et à ses propres états d'une manière qui ait de l'importance pour lui, qui ait de la valeur pour ce thermostat. Il faudrait donc que ce thermostat ait la capacité d'avoir des objectifs, de les poursuivre, d'éviter le danger, de tomber amoureux, de s'intéresser et de s'inquiéter à propos de sa propre existence, et ainsi de suite. Et tout cela, c'est en fait la machinerie de l'agentivité. C'est ce qui caractérise le fait que nous sommes des sujets plutôt que simplement des algorithmes. Que faudrait-il alors pour transformer ce thermostat en un agent intentionnel? Beaucoup de choses différentes, mais je pense qu'une habilité cruciale, c'est la capacité à apprendre, qui fait défaut dans la plupart des algorithmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien parce qu'on veut justement un système qui soit capable de développer une représentation de lui-même, de savoir ce qu'il veut, de développer des préférences, de chercher des états qui apportent une récompense, d'apprendre à propos des choses qui lui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Et donc, d'après cet argument, la conscience exige la présence d'un sujet, exige l'agentivité. Et ça, c'est exactement ce qu'a dit Frege dans une citation dans laquelle il dit « Il nous semble absurde que des états mentaux tels qu'une douleur, une humeur, un souhait puissent se déplacer à travers le monde sans qu'ils soient portés par quelque chose de manière indépendante. Une expérience est impossible sans qu'il y ait quelqu'un qui soit le sujet de ces expériences. Et donc le monde interne que l'on évoque en psychologie, tous nos états mentaux, présuppose évidemment la personne dont c'est le monde interne. Et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent dans les travaux autour de la conscience aujourd'hui. On raisonne comme si on pouvait comprendre les mécanismes de la conscience à partir de l'analyse d'une tranche de cortex dans une boîte de pétri, par exemple, en oubliant quelque part que rien ne peut être
l'objet d'une expérience sans qu'il y ait justement un sujet dont ce sont les expériences. Dennett, encore lui, a écrit ceci que je trouve particulièrement pertinent. Il dit, si on regarde les choses d'un point de vue de l'évolution, par exemple, la question qui se pose, c'est de savoir comment nous passons d'une situation dans laquelle nous faisons des choses pour certaines raisons à une situation dans laquelle nous avons des raisons pour faire ces choses. Ça, c'est exactement la différence, me semble-t-il, entre les plantes, la plupart des animaux et l'être humain, qui se comportent d'une manière qui se justifie par l'évolution. Donc il y a des bonnes raisons pour lesquelles la plante est structurée de telle manière, il y a de bonnes raisons pour lesquelles la chauve-souris a le cœur et les capacités qu'elle a, mais ce ne sont ni les raisons de la plante, ni les raisons de la chauve-souris. Nous agissons par contraste, et parce que nous sommes des agents conscients, pour des raisons qui sont les nôtres. Pour des raisons qui sont les nôtres, et qui peuvent d'ailleurs même aller directement contre ce que voudrait l'évolution, par exemple, quand nous mettons notre vie en danger. Donc, la conscience, je pense, est quelque chose que le cerveau apprend à faire. Parce que quel serait l'intérêt de faire quoi que ce soit si le fait de faire certaines choses ne vous faisait rien à vous en tant qu'agent? Et donc, encore une fois, il faut remettre l'agent au centre des choses. Et c'est ce que j'ai essayé de développer dans une série d'idées que j'évoque rapidement ici, en partant de ce point de vue que la conscience est quelque chose que le cerveau apprend à faire. Et donc on démarre de l'action, et puis il y a cette idée que le cerveau redécrit sa propre activité à lui-même, en apprenant justement les conséquences de ses actions sur sa propre activité, sur le monde et sur autrui. Et cela forme trois boucles, une boucle perception-action, une boucle entre moi et les autres, et une boucle interne, auquel le cerveau analyse sa propre activité, qui s'imbriquent les unes dans les autres à la manière dont le physicien Hofstadter avait décrit. Et donc, dans cette perspective, la conscience, c'est la théorie que le cerveau a de sa propre activité, mais théorie pas au sens théorie scientifique, théorie incarnée, inactive, non conceptuelle, et qu'il acquiert petit à petit en interagissant au long de l'intégralité de notre existence avec le monde et avec les autres. Et donc, dans ce sens-là, la conscience dépend de l'opération de mécanismes d'apprentissage prédictifs qui sont capables justement d'anticiper les conséquences de l'action sur l'activité du cerveau. Voici quelques exemples de ces boucles. Je vais passer cet exemple concernant la boucle interne pour vous parler de cet exemple de ce qu'on pourrait appeler la boucle perception-action. Donc on sait très bien que l'action dépend de la perception. Ce qu'on sait moins, c'est que la perception dépend aussi de l'action. Et donc ici, il s'agit d'une expérience qui a été réalisée par le psychologue allemand Fritz Strack dans les années 70, dans laquelle on montre aux participants de l'expérience des dessins humoristiques, donc des crolls par exemple, et on leur demande de juger le degré avec lequel ils trouvent chaque dessin drôle ou pas, sur une échelle de 0 à 10. Et alors, à la moitié des participants, on demande de tenir un crayon entre les dents, comme représenté à gauche, et à l'autre moitié, on leur demande de tenir ce crayon entre la lèvre supérieure et le nez. Pour des raisons compliquées que je ne vous développe pas, il y avait un scénario qui justifiait pourquoi les gens devaient faire ça. Et l'effet principal que trouve Strack, c'est que les gens qui tiennent le crayon entre les dents trouvent les mêmes dessins plus drôles que ceux qui tiennent le crayon entre la lèvre supérieure et le nez. Pourquoi? Ça, c'est l'hypothèse de Strack. Eh bien, parce que quand vous tenez un crayon entre vos dents, les muscles de votre visage sont placés dans la configuration qu'ils ont quand vous souriez. Alors que quand vous tenez ce même crayon entre la lèvre supérieure et le nez, les muscles de votre visage sont placés dans la configuration qu'ils ont quand vous exprimez le dégoût. Et donc, l'état de mon système moteur, la musculature de mon visage, influence la perception que j'ai du monde. Et donc, il y a bien une boucle entre perception et action qui est bidirectionnelle. La perception influence l'action, mais l'action influence en retour la perception. On a essayé de répliquer cette expérience il y a l'année passée dans un grand effort de réplication avec environ 17 laboratoires. On n'y est pas parvenu. Donc, l'histoire est un petit peu compliquée. Mais je crois quand même dans cette hypothèse du feedback facial. Un exemple de cette boucle entre moi et les autres, ici, c'est de nouveau une expérience de psychologie sociale aussi. Ça se passe dans la cuisine d'un laboratoire.
Dans la cuisine de ce laboratoire de psychologie sociale, il y a une machine à café à côté de laquelle se trouve un panier dans lequel on peut déposer des pièces pour payer pour le café qu'on prend. Donc il n'y a pas des jetons, on demande aux gens de laisser volontairement une pièce de 50 cents ou d'1 euro. Et puis il y a un frigo sur lequel les chercheurs placent un poster. Une semaine sur 2, le poster représente des fleurs. L'autre semaine, le poster représente des yeux. Et la mesure dépendante est formidable puisque c'est combien d'argent on trouve dans le panier à la fin de chaque semaine. Et tous les points noirs ici, ce sont des semaines où il y a des yeux sur le frigo. Ce sont des semaines où on trouve plus d'argent dans le panier. Pourquoi ? Bien parce que les yeux induisent le sentiment que l'on est observé, et on sait que quand on a le sentiment d'être observé, notre comportement s'adapte de manière à ce qu'il soit davantage socialement acceptable. Et donc, on va avoir tendance à faire ce que les autres attendraient que l'on fasse, à savoir déposer de l'argent dans le panier. Mais donc, ceci montre bien que ce que je fais et l'expérience que je fais du monde dépend aussi de la représentation que j'ai, de ce que vont penser les autres de mon propre comportement. Alors, cette idée que le cerveau regarde sa propre activité, on a cherché à développer cela avec des simulations par réseau de neurones. Je vais vous épargner les détails, mais en gros, on peut entraîner un réseau de neurones à réaliser une tâche simple comme catégoriser des stimuli. Et puis, on sait que dans ces réseaux de neurones se trouvent des connaissances extrêmement sophistiquées. C'est par exemple le cas d'AlphaGo, qui a battu le meilleur joueur du monde au jeu de Go. Mais ces connaissances restent des connaissances qui sont dans le réseau. Le réseau lui-même ne sait pas qu'il possède ces connaissances. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour installer cette boucle ? Eh bien, on peut très bien imaginer qu'il y ait un observateur, comme nous-mêmes d'ailleurs, mais qui soit intégré dans l'architecture de ce réseau. Autrement dit, cette fois-ci, on a un système à 2 composantes, quelque chose qui exécute et quelque chose qui monitore, qui observe ce qui est en train d'être exécuté. Et donc, c'est cette idée-là qu'on a cherché à développer dans des travaux qu'on a poursuivis et qui sont toujours en cours d'ailleurs, avec cette idée qu'il y a un réseau qui fait une tâche. Oula, tiens, mon ami, ça c'est tout à fait étonnant. Un réseau qui fait une tâche horizontalement, et puis un réseau qui analyse ce qui se passe dans ce premier réseau. Et voici par exemple mon étudiant Arnaud Bonny qui continue à développer ces modèles maintenant. Et donc l'idée de base, c'est qu'on a un réseau qui apprend ce qu'est en train de faire un autre réseau, qui quant à lui est en train d'apprendre à réaliser une tâche. C'est l'idée de Rosenthal. J'apprends des pensées d'ordre supérieur qui me permettent de redécrire ma propre activité. Alors ça présuppose évidemment que le cerveau soit un organe plastique, et ça on sait très très bien que c'est le cas. Il y a cette étude très célèbre que vous connaissez tous sans doute, qui a comparé les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus à Londres. Pourquoi est-ce qu'on compare les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus ? Parce qu'ils roulent tout autant les uns que les autres, mais les chauffeurs de taxi sont confrontés à de nouveaux itinéraires à chaque déplacement, alors que les chauffeurs de bus peuvent se contenter de répéter les mêmes trajets. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé la taille de l'hippocampe des chauffeurs de taxi et des chauffeurs de bus avec l'imagerie par résonance fonctionnelle. Pourquoi l'hippocampe ? Parce qu'on sait que c'est la région du cerveau qui est spécialisée dans la mémoire que nous avons des trajets et aussi de ce qui nous arrive, des événements. Donc, si vous vous rappelez de ce soir, c'est parce que dans votre hippocampe, il y aura une représentation de ce qui s'est passé ce soir. Mais donc, ce que l'on voit, c'est que l'hippocampe des chauffeurs de taxi est plus grand que celui des chauffeurs de bus. Pourquoi ? Parce que les chauffeurs de taxi, justement, sont confrontés à ce problème de trouver des nouveaux trajets. Voilà donc une inscription directe de l'expérience que j'ai, de l'expertise que j'ai dans mon cerveau. Voici une autre démonstration du même phénomène. C'est ce qu'on a appelé le neurone à l'Héberry. On travaille ici avec des patients qui souffrent d'épilepsie que l'on ne peut pas corriger par voie médicamenteuse. Ces patients vont donc devoir être opérés de manière à ce qu'on enlève de leur cerveau la région qui provoque les crises d'épilepsie. Et pour ce faire, on implante d'abord ces patients avec des électrodes très très fines, très profondes, qui permettent d'enregistrer l'activité de neurones individuels. Et puis ces patients attendent alors qu'ils aient une crise d'épilepsie à l'hôpital pour que l'on puisse enregistrer où se trouvent les foyers des crises épileptiques et donc permettre ainsi aux chirurgiens d'opérer de la manière la plus précise possible. Et certains de ces patients acceptent de collaborer avec des chercheurs en neurosciences cognitives. Et dans cette expérience-ci, tout ce qu'on a fait, c'est montrer à chacun de ces patients des centaines de photographies de personnes connues, pas connues, des acteurs
et ainsi de suite. Et chez un de ces patients, on trouve un neurone dont la seule fonction semble être de s'activer quand on lui présente une photographie de l'actrice américaine Halle Berry. Ce neurone n'a aucune autre fonction, c'est un détecteur de Halle Berry. Chez un autre patient, on trouve un neurone qui ne répond exclusivement qu'à la présentation d'une photographie ou du nom du président américain Bill Clinton. Donc on a un neurone Clinton, on a un neurone Halle Berry. Ce ne sont pas les seuls neurones qui représentent l'actrice américaine ou le président américain, mais ce qui est fascinant avec cette étude, c'est qu'elle montre à quel point toutes les expériences que nous vivons s'inscrivent directement dans la matière cérébrale, en quelque sorte, puisqu'on ne peut pas imaginer que l'évolution ait installé un détecteur de Halle Berry. C'est clairement un phénomène culturel, quelque chose qui a été acquis au cours de la vie de la personne. Et donc, le cerveau apprend tout le temps, et il apprend en particulier à prédire le futur. On sait très bien ce qui va se passer, par exemple, quand le verre qui est en train de tomber, s'il tombait véritablement, on a une très très bonne représentation du bruit que ça va faire, du désordre que ça va provoquer, et ainsi de suite. Ça, c'est facile, prédire les conséquences de ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est beaucoup plus difficile de prédire le comportement d'autrui en réponse aux actions que je dirige vers autrui. Et donc, vous voyez ici, par exemple, deux agents qui interagissent. J'émets une action envers quelqu'un. Donc, par exemple, je souris à quelqu'un dans le corridor. Et puis, il y a la perception de la réaction de la personne. Je prédis, à force d'apprendre les conséquences de mes actions, à anticiper les réponses de l'autre personne. Et j'ai une forme d'inférence qui prend place, c'est-à-dire que je peux me représenter l'état mental d'autrui et imaginer, en quelque sorte, ce que ça lui fait d'être dans la situation dans laquelle il se trouve. Mais en faisant ça, j'ai construit un modèle de ce que cela veut dire d'être un agent, en fait. Et l'argument, c'est que je peux alors utiliser ce modèle de ce que cela veut dire d'être un agent pour comprendre ma propre activité, et donc je forme cette boucle dans laquelle le cerveau s'observe lui-même en quelque sorte. Et ça, je pense que cela fait jouer aux interactions sociales un rôle fondamental dans l'émergence de la conscience, encore un problème que pose la conscience artificielle en quelque sorte, puisqu'il faudrait dès lors que les machines que l'on imagine être conscientes soient elles aussi impliquées dans des réseaux sociaux. Voilà, il est temps de conclure. Je vous ai dit que la conscience n'est ni l'intelligence ni la sensibilité, c'est un problème distinct, tout à fait particulier, qui est encore un mystère aujourd'hui. C'est ce problème difficile de David Chalmers qui demeure tout à fait intact aujourd'hui malgré quand même 20-25 ans de travail autour de cette question de la conscience. Et je pense personnellement que la conscience, c'est la théorie incarnée, énactive, pas inactive, énactive, non conceptuelle que le cerveau se fait à propos de son propre fonctionnement. Alors on peut imaginer des critères pour la conscience, et je pense qu'il y en a au moins 3. D'une part, des capacités massives de traitement de l'information suffisantes pour permettre à un système de simuler sa propre activité. Deuxièmement, la capacité d'apprendre de manière continue à prédire les conséquences de nos actions. Et troisièmement, l'immersion dans un environnement social suffisamment riche à partir duquel il est possible de construire des modèles de ce que cela veut dire d'être un agent. Donc il faut des systèmes qui soient capables d'apprendre, qui sont particulièrement puissants et surtout qui sont en interaction sociale. Alors cette question, une conscience artificielle est-elle possible? Mais oui, je pense qu'aucun argument ne s'oppose à l'idée qu'il serait possible pour un agent non biologique d'être conscient. Mais cet agent devrait être capable non seulement de perception, d'action, d'intelligence et d'apprentissage, tous les problèmes faciles de David Chalmers, mais également d'être sensible à ses propres états mentaux et de leur attribuer une valeur. À quoi bon faire quoi que ce soit si le fait de faire certaines choses plutôt que d'autres ne vous fait rien? C'est bien ce que je voulais dire par cette idée que la valeur que nous attribuons aux choses, que cela signifie, ce qui nous arrive, ça c'est quelque chose que les machines contemporaines sont totalement dénuées. Toutes les machines aujourd'hui, tous les ordinateurs, aussi sophistiqués qu'ils soient, sont perpétuellement déprimés, ils souffrent
d'incapacité d'agir, ils ne font rien, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de souhait, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de regret, et ainsi de suite. C'est ça la conscience, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sensibilité. Question qui se pose à la fin de cet exposé, est-ce qu'on veut vraiment construire des artefacts conscients qui sont par ailleurs immortels et capables de se dupliquer à l'infini? Ça, ce sont les questions qu'ouvre l'ouvrage d'Harari notamment, mais qui, bon, voilà, c'est une question à laquelle on va devoir sérieusement réfléchir. Je vous remercie. Voici mon équipe qui ont tous contribué d'une manière ou d'une autre à mon exposé. Donc, ils sont là au travail dans une retraite de mon laboratoire. Et je remercie toutes les institutions qui ont financé ces travaux, dont vous voyez apparaître le logo ici. Merci.